Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous lançons aujourd'hui l'émission 7 politiques. C'est le programme de la rédaction de Canal 7 pour évoquer les politiques publiques et les questions de développement. Et pour ce premier numéro, nous recevons Désiré Guédon. Il est le ministre gabonais de l'énergie et des ressources hydrauliques. Nous le recevons quelques jours après la tournée du président Ali Bongo Ondimba sur les sites des travaux engagés par le gouvernement pour régler le problème d'accès à l'eau. En effet, depuis plusieurs années, les coupures intempestives d'eau et l'inexistence de réseaux dans certains quartiers de la capitale gabonaise obligent des milliers de foyers à aller chercher le précieux liquide loin de chez eux, chez les parents et souvent dans les cours d'eau. Depuis 2010, pour mettre fin à ces chemins de croix imposés aux populations vivant notamment dans la périphérie de Libreville, le gouvernement s'est lancé dans un vaste projet qui devrait permettre à toutes les populations d'avoir l'eau à leur portée. Pour en parler donc, Désiré Guédon est avec nous parce que je ne serai pas seul puisque Dina Koussou est à mes côtés. Désiré Guédon, bonsoir. Bonsoir. Alors une présentation sommaire de votre personne. Vous êtes membre du gouvernement et vous détenez surtout le portefeuille de l'énergie et des ressources hydrauliques. Si vous ne vous connaissez pas, les Gabonais savent désormais qu'ils portent leurs soucis concernant l'eau et l'électricité. Vous êtes détenteur depuis 1988 d'une maîtrise en économie de l'Université Omar Bongo, d'un DESS de responsabilité en développement et application informatique de l'Université Aix-Marseille, en France toujours, obtenu en 1989, et d'un DEA en modélisation microéconomique, option économie industrielle de l'Université de Caen, décroché en 1992. Ça fait beaucoup. Alors, pour être tout à fait complet, vous avez fait l'essentiel de votre carrière à la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon, la BICIG, jusqu'en 2007. Vous avez ensuite travaillé pour Ecobank, où vous étiez administrateur directeur général jusqu'en 2012. Vous avez fait votre entrée dans le gouvernement en 2012 en tant que ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable. Est-ce que c'est exact? C'est bien cela. Juste peut-être rectifier qu'à l'Ecobank, je n'étais pas administrateur directeur général, mais plutôt administrateur directeur général adjoint. D'accord. Donc, il y a sur ce plateau Dina Koussou qui va, à mes côtés, vous poser un certain nombre de questions. Et la première question, c'est effectivement celle liée à l'activité qui fait l'actualité ces derniers jours. La tournée du président de la République, Ali Bongo Ondimba, sur les sites des travaux engagés par le gouvernement depuis 2010. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'on sait pertinemment que Libreville et ses environs, notamment les communes d'Akanda et de Vendo, connaissent de gros soucis d'accès à l'eau et à l'électricité. Comment en est-on arrivé à l'accès à l'eau dans les quartiers d'Angonje, qui sont les quartiers les plus éloignés du centre de Libreville? Écoutez, comme vous l'avez dit et constaté, et également les Gabonais, l'eau est effectivement arrivée à Akanda, particulièrement, mais au-delà d'Akanda, c'est tout Libreville et ses environs qui aujourd'hui peuvent bénéficier notamment de ce service public. Comment on en est arrivé là? Écoutez, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un gros retard qui a été pris au niveau des investissements. Et donc depuis 2010, on va dire depuis 2009, dès l'arrivée du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à la magistrature suprême, qui a eu cette volonté, cette détermination de pouvoir rattraper le gap qui a été constaté depuis les années 2000. Donc le résultat, c'est celui que nous avons pu constater avec les visites des chantiers qui ont été effectués donc, par le chef de l'État, de constater que l'eau est bien arrivée, du moins là où on l'attendait le plus, notamment dans la zone nord de Libreville, communément appelée Akanda. Alors on parle de plusieurs kilomètres de conduites d'eau, depuis Ntoum, PK9, les conduites d'eau passent notamment par la cité de la Caisse, où il y a le plus grand château d'eau du pays. Il me semble qu'il s'agit de 2 réservoirs de 10 000 m3 en tout. Et jusqu'à Angonje, on a pratiquement pour 30 km de conduite d'eau. Est-ce qu'on peut croire que lorsque ces travaux seront terminés, que toutes les populations vivant à Libreville et dans sa périphérie auront accès à l'eau? Ou bien il y a d'autres éléments, d'autres travaux qu'il faudra engager pour que la satisfaction soit totale? Alors, il faut d'abord rappeler qu'il s'agit d'un très vaste chantier. Parce que lorsque le chef de l'État a ouvert ce robinet dans une habitation dans la commune d'Akanda, notamment à la cité d'Amissa, c'est l'aboutissement d'un grand chantier. Un grand chantier qu'on pourrait décomposer en 3 projets. Donc il y a d'abord les infrastructures donc, de transport
d'eau, notamment avec ces tuyaux, ces gros tuyaux de très gros diamètre, notamment de diamètre 1200 mm, les plus gros actuellement disponibles au niveau du Gabon. Ensuite, il y a des points de stockage d'eau, notamment les réservoirs. Ce sont ces châteaux d'eau, notamment ceux du PK6, du PK9 et de la Cité de la Caisse. Et ensuite, un troisième projet pour pouvoir partir du château de la Cité de la Caisse, juste dans la zone nord, avec de nouveaux tuyaux et d'autres points de stockage, que ce soit celui d'Okala, appelé communément la bâche d'Okala, et ensuite le point culminant, celui notamment d'Angongé, avec les 2 châteaux au niveau de la Cité d'Angongé. Et je puis vous dire que, parlant de grands chantiers, ça s'évalue en termes de montant. Ces chantiers, ces projets ont coûté la bagatelle de près de 97 milliards de francs CFA que le chef de l'État a voulu engager dans le budget d'investissement de l'État pour montrer sa détermination à pouvoir résorber la difficulté de la disponibilité de l'eau à Libreville et ses environs. Maintenant, la suite, comme vous posiez si bien la question, c'est que l'eau puisse arriver maintenant dans les foyers, chez les utilisateurs, les bénéficiaires notamment de ce service. C'est là où maintenant devrait intervenir le concessionnaire pour pouvoir faire le réseau d'interconnexion et de distribution juste dans les foyers. Alors vous parlez de 97 milliards, est-ce que c'est 97 milliards jusqu'à présent, c'est-à-dire avant la fin des travaux, ou c'est 97 milliards pour l'ensemble du projet? Non, 97 milliards, c'est qui a permis de pouvoir réaliser les projets que je viens de citer, notamment les infrastructures de transport, de stockage et du moins de la grosse distribution jusque dans la zone d'Akanda. Maintenant, après, il faudra engager d'autres moyens qui seront certainement pris en charge par le concessionnaire et avec la volonté notamment du gouvernement pour pouvoir apporter le service jusque dans les foyers. Alors, on parle régulièrement, ou du moins les populations accusent très souvent la SCG d'être responsable des coupures intempestives, de l'inexistence d'eau dans certains quartiers. Et par rapport au lien qui lie l'État à Veolia, qui est propriétaire de la SCG, Dina Kossou va vous poser un certain nombre de questions. Une fois de plus, bonsoir, Monsieur Désiré Guédon. Voilà. Alors, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEG, a toujours accusé le gouvernement gabonais en temps de tension et forte pression médiatique sur le fait de ne pas tenir ses engagements. En réalité, où en est-on avec ce problème-là? Comment l'État gabonais s'arrange à régler cette situation? Alors, je ne sais pas s'il faudrait utiliser le terme accusé, mais peut-être rappeler. Peut-être rappeler, parce qu'accuser serait un peu trop fort. C'est rappeler peut-être des engagements des uns et des autres. Il faudrait quand même rappeler aussi que le service public de l'eau et de l'électricité aujourd'hui sur le territoire national gabonais est concédé, notamment à cette société, la SEG, depuis 1997. Et lors notamment de la signature de ce contrat de concession, il y avait un certain ensemble d'engagements qui avaient été identifiés et pris par les deux parties, donc l'autorité concédante qu'est l'État gabonais et le concessionnaire qu'est l'ASEG. Dans ces engagements, il était question que l'ASEG, concessionnaire, devrait faire un ensemble d'investissements pour pouvoir améliorer ou alors suivre la demande. Parce qu'il s'agit également de suivre la demande, parce que ce n'est pas figé. Je m'explique un peu. La demande est liée notamment à la croissance des populations et surtout à la façon dont les populations s'installent sur le territoire national. Et la SEG, pour le compte de l'État gabonais, devrait pouvoir suivre cette demande. Il s'est trouvé qu'au regard notamment de cette demande galopante, la SEG s'est retrouvée dans la difficulté de pouvoir réaliser notamment ces investissements. Et l'État, garant du service public, a dû donc se substituer à nouveau à la SEG pour pouvoir réaliser les gros investissements. Ça s'est fait à travers effectivement un autre protocole qui est venu donc modifier un peu le protocole initial, donc le contrat de concession. Depuis donc 2003, il a été question pour la République gabonaise de pouvoir investir ou alors de pouvoir engager les gros investissements liés notamment au service public, que ce soit celui de l'eau ou celui de l'électricité. Et
du fait de la mobilisation des sommes assez importantes pour ces investissements, il y a eu un peu de retard. Et c'est pourquoi la SEG a rappelé de temps en temps l'État de pouvoir effectivement répondre à cet engagement d'investir. Mais depuis 2010, ce retard a été, ou alors cet engagement a été rempli avec la volonté du chef de l'État. Depuis 2010, l'État a mis suffisamment de moyens. J'ai rappelé ici 87 milliards qui ont été injectés par l'État pour la partie eau, mais nous reviendrons certainement pour la partie électricité, où il y a eu également des gros moyens qui ont été mis en jeu par le budget de l'État pour pouvoir répondre notamment à ces engagements qui avaient été pris de manière contractuelle. Justement, mais l'un des problèmes relevés par les populations gabonaises, c'est quand même le prix du kilowattheure. Mais finalement, Monsieur le ministre, qui le fixe, ce prix-là? Mais là aussi, c'est contractuel. Là où en fait, c'est le mètre cube, comme vous venez de le rappeler. Ce tarif est indexé. Il y a un ensemble donc, de critères et de variables qui sont rappelés notamment dans le calcul notamment de ces tarifs. Mais juste pour rassurer les Gabonais, parce qu'on pense que l'eau est chère, je voudrais quand même donner 2 chiffres. Les 2 chiffres sont des chiffres qui émanent notamment de ce contrat de concession. Nous avons 2 types de tarifs. Nous avons ce qu'on appelle le tarif social et le tarif, on va dire, normal. Le tarif social est effectivement celui que payent du moins les familles les moins nantis, on va dire ça comme ça, à l'intérieur duquel nous retrouvons même les économiquement faibles avec la définition actuelle document utilisée par la CNAMGS. Ce tarif est de l'ordre de 203 francs CFA le mètre cube. 203 francs CFA le mètre cube que payent du moins les familles gabonaises qui sont assujetties notamment au tarif social. Ensuite, le tarif normal est de l'ordre de 450 francs CFA. Bon, c'est des moyennes que je donne parce que je dis ça varie et tous les trimestres, il y a une commission qui se réunit qui regroupe notamment le concessionnaire et l'autorité concédante avec le régulateur pour pouvoir déterminer ce tarif, parce qu'à l'intérieur de ce tarif, il y a un ensemble d'intrants qui, suivant leur coût du marché, peuvent faire croître ou baisser notamment ce tarif, parce qu'il n'est pas fixe. Et je peux également vous dire que ces 2 tarifs sont quasiment les plus bas de la sous-région. Qu'est-ce que vous avez comme moyen pour veiller à ce que ces prix soient appliqués? Parce que c'est tous les jours quand même qu'à la SCG, des populations se plaignent à la SCG parce que les factures dépassent leur entendement, ça ne correspond pas toujours à la réalité. Quels sont les moyens que vous avez pour veiller à ce que ces tarifs soient appliqués à la lettre? Alors, tout à l'heure, je vous disais que ces tarifs sont déterminés de commun accord avec l'opérateur, donc la SEG, et notamment en présence du régulateur. Il y a un régulateur, notamment dans les services de l'électricité et de l'eau, c'est l'Agence de régulation des services de l'eau et de l'électricité, l'ARCE. Cette agence veille au quotidien, effectivement, à l'application de ces tarifs. Non seulement l'application, mais surtout à la détermination du bon tarif par rapport aux critères ou alors aux intrants en termes de coûts d'exploitation que la SEG pourrait mettre sur la table. Maintenant, les plaintes qui proviendraient notamment des populations, elles peuvent effectivement, ces plaintes peuvent être compréhensives, mais ça, comme je le disais, ce coût, nous pensons sur le coût réel. Et même à l'intérieur de ce coût réel, parce que je parlais du tarif normal, l'État a fait injonction aux concessionnaires de pouvoir avoir un deuxième tarif qui est le tarif social. C'est pourquoi je vous disais, c'est 203 francs le mètre cube et 450 francs le mètre cube. Je voudrais, si vous permettez, vous faire quand même un petit aparté. J'habite effectivement cette nouvelle commune qu'à Akanda, et effectivement du fait de ce stress hydrique qu'il y avait dans la zone d'Akanda, certains d'entre nous sollicitions les services, notamment de quelques prestataires privés qui livrent de l'eau par mètre cube. Le prix du mètre cube par ces prestataires était de l'ordre de 15 à 20 000 francs CFA, alors qu'il est vendu par la SEG à 203 francs CFA, tarif social, et 450 francs CFA, tarif normal. La réalité du bien peut-être, monsieur. Parce qu'il y avait la réalité du bien, bien évidemment. Mais c'est vous dire un peu, c'est pour faire une comparaison, pour vous dire que ce sont des coûts qui sont très bas et qui sont vraiment réels. Et encore une fois, de manière comparative, je disais,
le tarif de l'eau au niveau du Gabon sont quasiment parmi les plus bas de la sous-région, pour ne pas dire de l'Afrique. Alors, en tout cas, les habitants des quartiers du nord de Libreville sont heureux de savoir enfin que l'eau est arrivée chez eux. Mais quelle est la démarche aujourd'hui à faire pour que l'eau soit dans toutes les maisons? Parce qu'on imagine bien que ce sont des conduites principales qui ont été posées. Mais ce que j'indiquais, hein, la prochaine étape, cette fois-ci sera de la responsabilité du concessionnaire, c'est de pouvoir construire le réseau de distribution. L'État avait l'obligation, l'engagement de l'État, c'était de pouvoir construire les grosses infrastructures pour pouvoir apporter et stocker de l'eau. Maintenant, après, il s'agit pour l'autre partie de pouvoir prendre le relais pour la construction. Bien évidemment, s'agissant d'un service public, l'État veillera à ce que cette reprise de la construction du réseau puisse se faire à côté notamment du concessionnaire. Dans quel délai? Les plans sont déjà engagés. Nous discutons tous les jours, tous les mois, au moins une fois par mois avec le concessionnaire pour pouvoir apprécier le niveau d'évolution, notamment de cette reprise de construction des lignes de distribution. Les plans sont engagés et nous avons bon espoir que maintenant que le gros des infrastructures est déjà fait, maintenant le concessionnaire n'aura plus de raison pour ne pas reprendre la construction des lignes de distribution par rapport à une extension du réseau. Justement, Monsieur le ministre, des centaines de villages sont encore obligés de se contenter de l'eau du puits, soit des ruisseaux, etc., avec le risque de maladies qui gravitent autour de cette façon de trouver de l'eau, parce que c'est une source importante. Alors, quels sont les programmes concernant justement l'hydraulique villageoise? Quels sont les programmes? Écoutez, effectivement, vous doutez bien que lorsque l'État investit ou s'engage à pouvoir satisfaire le service public de l'électricité, ce n'est pas seulement dans les zones urbaines ou périurbaines, c'est vraiment sur toute l'étendue du territoire. Autant au niveau, dans les zones urbaines, les besoins sont de très grande importance parce qu'il y a une grande concentration des populations, autant dans les zones rurales, comme on peut les appeler, les besoins sont certes peut-être minimes, mais ils sont éparses. Et c'est là encore une grande difficulté de pouvoir satisfaire à toutes les demandes qui s'expriment dans chaque coin du Gabon. La disposition principale qui a été prise, c'est de pouvoir identifier les zones de population de plus de 300 habitants, déjà. Donc là où nous avons plus de 300 habitants, il y a un programme qui a été mis en place, ce que nous appelons dans notre jargon le programme triennal hydraulique et électrification rurale, qui apporte notamment concomitamment les services de l'eau et de l'électricité dans ces zones de plus de 300 habitants, mais avec des moyens quand même assez conséquents. Maintenant, pour les autres zones de moins de 300 habitants, nous essayons de faire avec des moyens moins colossaux, notamment, j'espère que nous y reviendrons, en essayant notamment d'exploiter ce que la nature nous donne le mieux. Vous avez parlé des ruisseaux, mais c'est peut-être également de faire des petits forages et également utiliser des sources énergétiques telles que le soleil. Mais ce programme hydraulique, ce programme triennal hydraulique, s'applique à partir de quand exactement? Ce programme, déjà, c'est un nouveau programme. Il est déjà en application. Il y en a toujours eu, parce que ce n'est pas de maintenant que nous parlons de répondre aux besoins en milieu rural, il y en a toujours eu. Mais depuis 2013, il y a un nouveau programme qui est en train de s'exécuter. C'est pourquoi je parle donc du programme triennal 2013-2015, mais au regard notamment des besoins et surtout, comme je disais, de l'étendue du fait que les populations sont vraiment éparses sur tout le temps du territoire national, nous pensons que nous allons pouvoir aller jusqu'en 2016 pour essayer au moins de couvrir, notre objectif c'est de couvrir au moins, l'objectif initial était de couvrir le pays à hauteur de 60% avec ce programme triennal. Donc si cet objectif n'est pas atteint, nous irons au-delà de 2015. Alors, Monsieur le ministre, avant de basculer dans la partie consacrée à l'électricité, peut-être une dernière question. Libreville, on en parle beaucoup. À l'intérieur du pays, quels sont les programmes, les projets qui ont été engagés pour corriger les mêmes manquements en termes d'accès à l'eau?
C'est des investissements. Hein. Les mêmes types, ici à Libreville, peut-être, ils sont plus importants. Lorsqu'on parle notamment des châteaux d'eau, à Libreville, nous parlons des capacités de 10 000 mètres cubes, mais à l'intérieur du pays, c'est des capacités moindres. Donc il y a eu les mêmes travaux qui ont été engagés à l'intérieur du pays, pour ne citer que, par exemple, Kulamotu, où il y a eu non seulement des stations de potabilisation, mais également des points de stockage d'eau, également des points de transport d'eau. À Lastrovis, la même chose, à Okonja, et même dans les petites localités, il y a eu également des travaux qui ont été faits. Donc le même effort, bien évidemment, concerne aussi l'intérieur du pays, parce que notamment les grandes agglomérations que nous avons à l'intérieur du pays, où ces problèmes, lorsqu'ils ont été identifiés, les mêmes efforts, l'État les fait au même titre qu'à Libreville. D'accord. Alors, on va basculer dans le secteur électricité, juste après ce jingle. Alors, Monsieur Désiré Guédon, l'eau, c'est l'un des problèmes, l'électricité, c'est l'un des problèmes majeurs de la population aujourd'hui. Les délestages, c'est tous les jours ou presque, les coupures d'électricité, l'accès même à un compteur d'électricité. Quels sont les efforts consentis pour régler ce problème? Enfin, parce que ça fait quand même 10 ans, 15 ans que les Gabonais sont habitués à cette situation, alors qu'avant les années 95, c'était difficile d'avoir quand même une coupure d'électricité à Libreville. Écoutez, au même titre que l'eau, au niveau de l'électricité, c'est la demande qui croît très vite. Pour vous donner quelques chiffres, nous enregistrons annuellement, pour revenir à l'eau, une croissance de la demande pour ce qui est de l'eau de l'ordre de 5 à 6%. Et pour ce qui est de l'électricité, c'est de l'ordre de 6 à 7%. Donc, tous les jours, nous avons des besoins qui se présentent à nous en matière d'eau et d'électricité, notamment dans les grandes agglomérations. Donc, face à cette demande, effectivement, l'offre n'a pas suivi. Les mêmes raisons qu'on évoquait en termes d'investissement, en termes de responsabilité vis-à-vis notamment du concessionnaire, au niveau de l'eau, ce sont les mêmes raisons qu'on peut évoquer au niveau de l'électricité. Mais là aussi, depuis donc 2010, l'État a pris les choses en main pour essayer d'accroître les moyens de production d'électricité au même titre que les moyens de transport d'électricité. Maintenant, après, charge aux concessionnaires, donc à l'exploitant, de pouvoir apporter notamment le service dans les habitations. Qu'est-ce qui a été investi et pour quelle attente? Alors, on pourrait évoquer comme ça la permet d'un ensemble de projets qui ont été faits. Pour prendre l'exemple de Libreville, beaucoup de gens ont entendu parler de la centrale thermique d'Alenakiri, de l'ordre de 70 MW, donc qui a permis de pouvoir supporter la demande croissante qu'on observait dans Libreville et ses environs. Au niveau dans l'Otogoué, avec ce qu'on appelle le RIC Otogoué Ogoué-Lolo, avec donc le Grand Poubara, d'une capacité de 160 MW, qui permet aujourd'hui de pouvoir desservir toute la province de l'Ogoué-Lolo et du Haut-Ogoué, en plus notamment des projets industriels, notamment celui du C2M, le centre métallurgique donc de Mwanda. Au niveau de Port-Gentil, il y a la centrale thermique à gaz qui est également construite, qui est disponible, mais pour lequel nous sommes en train donc de finaliser les travaux pour le transport donc, de l'électricité pour répondre à la demande aussi qui est croissante dans cette localité. Nous avons actuellement en phase de terminale donc, des travaux la microcentrale d'Ibunji de l'ordre de 1,4 MW. Tout cela pour suppléer le concessionnaire et répondre notamment aux besoins de plus en plus importants au niveau des populations. Alors en novembre 2014, il y a eu une situation assez cocasse, permettez-moi d'utiliser l'expression, parce qu'on avait cru effectivement un couvre-feu à la suite d'une coupure d'électricité. Et là, vous aviez blâmé, disons-le comme ça, la SCG, et certains ont pensé au début de la rupture du contrat qui lie l'État gabonais à Veolia. Qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les suites de cette affaire? Bon, blâmer, c'est un peu trop dire, mais j'ai rappelé gentiment à notre partenaire ses engagements et ses devoirs.
C'est tout simplement un aspect, du moins un incident technique. C'est vrai que, dit comme ça là, on peut penser que la situation était simple et légère. Non. Les conséquences, on les a tous connues. Toute une journée dans le noir, enfin, toute une nuit dans le noir, toute une journée sans électricité. Pour les opérateurs économiques, c'était dramatique. C'était un incident technique qui, malheureusement, nous est tombé comme un coup près. Nous, quand je dis nous sommes d'abord le concessionnaire et puis ensuite l'autorité concédante que nous sommes. Des réglages ont été faits pour que ce type de situation ne puisse plus arriver. Parce que l'interruption avait été constatée dans les moyens de production que nous avons dans la vallée Lambé, notamment Kingele et Chimbele, alors qu'au niveau de Libreville, nous avons d'autres moyens de production qui étaient censés prendre le relais au cas où les moyens de production qui sont dans cette zone très éloignée et très difficile d'accès, au cas où donc justement ces moyens de production étaient indisponibles. Ce qui s'est passé, c'est que autant l'incident technique avait été constaté dans cette zone d'accès difficile, donc le temps d'aller réparer, ça a eu cette conséquence, mais autant nous avions des moyens disponibles dans Libreville, notamment à l'Enakiri, la centrale d'Enakiri qui était disponible, les moyens de production thermique d'Ovendo qui étaient également disponibles, mais qui n'ont pas pu prendre le relais parce qu'il y avait un manque de connexion pour faire reprendre le service. Ça a été corrigé, et c'est d'ailleurs même lors de cet incident que nous avons constaté qu'il y avait ce manquement technique. Ça a pu faire la joie des techniciens qui ont noté qu'il y avait quelque chose leur était passé sous le nez, mais c'est rentré dans l'ordre. Donc aujourd'hui, nous pensons que, quelles que soient les situations, nous ne pourrons plus observer un blackout total de la ville de Libreville et ses environs, peut-être avec toujours ces incidents techniques qu'on ne peut pas prévoir. On pourrait avoir des ruptures, des ruptures dans certains moyens de production, mais nous aurons toujours la capacité de reprendre une partie et donner donc le service à une partie de la ville. Alors, est-ce que la SCG, ou du moins, est-ce que vous avez des contrôleurs qui veillent à ce que les travaux récurrents, réguliers, hebdomadaires même de la SCG soient de qualité? Parce qu'on ne peut pas comprendre que un transformateur qui a été réparé jeudi, lâche samedi, est-ce qu'il y a des moyens concrets pour veiller à ce que la qualité des travaux soit bonne? Écoutez, il faudrait toujours se rappeler que nous sommes avec la SEG, donc le concessionnaire, dans une relation contractuelle. Donc nous ne pouvons pas nous immiscer tous les jours dans ce que fait le partenaire. Nous faisons confiance, mais ce sont des engagements qui ont été pris. Nous faisons confiance parce que si nous avons signé ce contrat, c'est parce que nous croyons notamment à son partenaire. Nous y croyons toujours. Donc, s'il y a des manquements, nous observons et nous demandons des explications. C'est ce que nous faisons régulièrement. Ça, nous le faisons régulièrement. À chaque fois qu'il y a une coupure, quelle que soit la durée de la coupure, nous demandons des explications au partenaire en lui demandant de veiller à ce que cette coupure ne reprenne plus. Bon, je sais que les Gabonaises et les Gabonais ou toutes les personnes vivant au Gabon qui m'entendent vont me dire mais c'était tous les jours, ces derniers temps que nous subissons des coupures de part et d'autre. Encore une fois, c'est technique, ce n'est pas pour défendre, c'est d'abord technique et à chaque fois que il y a un incident, des équipes sont envoyées sur place pour aller régulariser et aller réparer. Nous déplorons effectivement cette situation parce que dans le contrat que nous avons signé avec ce partenaire, il était question que la qualité de service soit améliorée au quotidien. Alors ce que nous constatons, c'est que la qualité de service ne fait que se dégrader. Là aussi, régulièrement, nous interpellons le partenaire pour que des efforts soient faits au risque de se voir sanctionner. Ok. Ina Kosso. Alors, Monsieur le ministre, vous avez tout à l'heure parlé du Grand Poubara. Effectivement, il est achevé, mais FE2 et l'impératrice Eugénie n'ont toujours pas débuté. Pourtant, ce sont des barrages qui pourraient permettre de résoudre le problème d'électrification. Voilà. Alors, pourquoi ces travaux n'ont pas encore démarré et quelles sont les solutions intermédiaires en attendant? Effectivement, ces projets rentrent dans la droite ligne de la volonté, de la détermination du chef de l'État lorsque, ayant constaté le retard que nous avons pris en matière de fourniture d'eau et d'électricité. Autant les projets de l'eau ont démarré et aujourd'hui nous avons un résultat, autant certains projets au niveau de l'électricité n'ont pas pu démarrer, notamment FE2 et l'impératrice. Il faudrait d'abord savoir que ces projets avaient été identifiés pour répondre notamment
aux futurs besoins des industriels qui devaient s'installer dans ces zones en tant que pôle économique dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Et ensuite, bien évidemment, si on fait des infrastructures pour répondre à des besoins industriels, bien évidemment, les populations environnantes devaient pouvoir y trouver leur compte. Nous avions passé un accord ou un contrat, encore une fois, avec un partenaire qui devrait développer, donc un partenaire privé, en tant qu'investisseur privé, qui devait développer notamment ces projets FEDE et l'Impératrice. Après un certain temps, nous avons noté que le résultat que nous attendions n'arrivait pas. Donc, ce retard a été préjudiciable pour nous en tant que gouvernement et en tant qu'État. Et d'ailleurs, vous me posez la question, je dis, mais on a annoncé, mais qu'en est-il? Nous nous sommes posé la même question à un certain temps devant ce partenaire. Nous avons signé un contrat, vous nous avez promis que vous deviez nous fournir notamment de l'électricité à travers notamment ces sites en 2012. Qu'en est-il? Et lorsque nous allions sur le terrain, nous ne voyions rien sortir. Et les explications qui nous ont été données, malheureusement, n'étaient pas satisfaisantes à notre sens, et nous avons dû rompre notamment ce contrat avec ce partenaire. Immédiatement, nous avons saisi d'autres partenaires, cette fois-ci pour que le Gabon, au lieu que ce soit un investisseur privé qui puisse développer ces projets, mais pour s'en assurer que ça ira à leur terme, la République gabonaise s'est positionnée pour pouvoir faire un financement direct sur ces projets. Les études, les constructeurs sont identifiés puisque des marchés ont été signés avec de nouveaux constructeurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser les aspects de financement parce que, comme je disais, il s'agit de le faire par financement direct de la République gabonaise. Donc nous sommes en train de finaliser notamment les dossiers de financement afin de pouvoir démarrer, de reprendre notamment les travaux de construction de ces deux barrages. Donc les projets, ils ne sont pas du tout mis aux oubliettes, bien au contraire. C'est encore une fois une promesse que le chef de l'État a eu à faire aux Gabonais, aux Gabonaises. Mais au-delà de la promesse, c'est une nécessité. Vous le disiez, nous avons... Les besoins en matière énergétique sont croissants et là, nous avons un potentiel qui est prêt à être mis en exploitation. Alors, mais justement, on parle de projets. Et si on parlait du grand projet d'électrification du Wollentem, où en est-on? Ça va dans le même contexte, hein, quand on parle de grands projets, parce qu'il faudrait savoir qu'en matière d'électricité, tout comme en matière d'eau, il ne faut pas voir juste une partie. Quand je dis une partie, c'est notamment la pollution. Lorsqu'on parle de feu d'eau, on voit la pollution. Mais au-delà de la pollution, il faut également voir le transport. Et après le transport, il faut voir la distribution. Donc ça va de jour de pair. Et effectivement, lorsque le chef de l'État avait lancé notamment ces projets de construction de FEDE, puisque FEDE c'est dans le Wollentem, il était question également d'engager également les travaux de construction des lignes. Ces travaux ont été faits. Aujourd'hui, il y a une ligne qui existe, qui est prête à recevoir notamment la production qui devait sortir de FEDE. Et nous pensons que cette ligne existant déjà, et nous devrions pouvoir donner de l'électricité aux populations qui habitent notamment le long du tracé de cette ligne. Les travaux ont déjà été lancés pour que nous puissions renforcer, en attendant notamment d'avoir la production de l'électricité issue de la centrale de FEDE, nous sommes en train de renforcer la centrale d'OIM et la centrale de musique pour que les deux centrales, puisque la ligne aujourd'hui elle part d'OIM jusqu'à musique, de pouvoir envoyer de l'énergie de part et d'autre sur la ligne et de pouvoir la distribuer aux populations qui sont sur le tracé de cette ligne. Donc, quand vous parlez de grands projets d'électrification dans le Wollentem, c'était notamment la construction de la centrale et la construction donc de ces lignes-là. La première partie, c'était donc cette ligne Minzik-OIM, et ensuite, la deuxième partie devait se faire entre OIM jusqu'à Bitam, et voire même la possibilité, puisque c'est là aussi une volonté du chef de l'État, de voir que le Gabon ayant un potentiel hydroélectrique, nous étions de pouvoir faire du Gabon un pays exportateur d'énergie. Donc ces travaux devraient permettre de pouvoir arriver jusqu'à la limite de la frontière, des trois frontières, donc Cameroun, Guinée équatoriale, et voir la possibilité de pouvoir exporter le surplus de notre production énergétique. Alors, Monsieur Désiré Guédon, les populations ont peur. Très clairement, de vivre dans une ville comme Libreville, Port-Gentil, OIM, Makoko, où il n'y a pratiquement plus d'éclairage public.
même s'il est vrai que quelques artères, à Libreville notamment, sont éclairées, mais Libreville, aujourd'hui, ne ressemble pas à Libreville il y a 15-20 ans, où les lampadaires, même dans les quartiers les plus sous-intégrés, étaient toujours allumés. Aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs, justement, ou du moins l'une des questions majeures que la population se pose, est celle de savoir est-ce que finalement l'éclairage public est tombé aux oubliettes? Est-ce que le gouvernement n'a plus les moyens d'éclairer les ruelles et les rues de Libreville? Est-ce que c'est la municipalité qui ne paye plus ses factures, ou bien c'est la SCG qui a décidé de favoriser l'électricité domestique à l'éclairage public? Écoutez, vous l'avez si bien dit, hein, Libreville, il y a 15 ans, ne ressemble pas à Libreville d'aujourd'hui, effectivement, du fait de cette croissance, notamment des populations, et de cette diversité des zones d'habitation. Le problème de l'éclairage, c'est un problème qui ne concerne pas seulement le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. C'est vrai, c'est nous qui gérons notamment la partie énergie, mais pour éclairer toute la ville, il faudrait qu'il y ait des artères, ou donc des voies qui soient tracées et qui soient même habilitées afin de pouvoir apporter donc le service. Et d'ailleurs, le même problème se pose en matière d'électricité et en matière d'eau, où dans le cadre du contrat de concession que nous avons avec la SEG, ils ne peuvent apporter le service que là où c'est viabilisé. Quand ce n'est pas viabilisé, ils auront du mal pour éviter qu'à terme, lorsqu'il y aura des travaux de viabilisation, que les équipements qu'ils auront à poser soient détruits. C'est la même chose au niveau donc de l'éclairage public. Moi aussi, il m'arrive de circuler dans Libreville la nuit et je constate qu'à certains endroits, c'est dans le noir, alors que parfois il y a des poteaux qui sont visibles mais qui ne sont pas alimentés. Ou alors que dans certaines zones, il n'y a pas du tout de poteaux, ainsi de suite. Mais bon, le constat, il est connu, la situation, tous les jours, nous essayons d'apporter des solutions à ce problème et ces solutions sont principalement gérées par le Conseil national de l'eau et de l'électricité. Il faut savoir que le Conseil national de l'eau et de l'électricité est une structure, certes publique, mais pour laquelle les ressources sont tirées notamment d'une redevance qui est donc collectée à travers les règlements de consommation que chacun d'entre nous, en tant que client de la SEG, consomme. Il y a plusieurs aspects, plusieurs explications. C'est vrai, il y a notamment cette croissance, comme je disais, des populations, donc du coup, le service n'arrive pas jusque là où il y a le dernier occupant. Mais pour ce qui existe, je pense que vous avez dû voir également l'actualité au niveau du ministère, où nous avons eu on va dire, moins, nous avons noté qu'il y avait des personnes, des vandales, qui, de manière délibérée, se permettaient de pouvoir détruire les investissements d'éclairage public pour rechercher notamment les câbles qui permettent de pouvoir apporter de l'électricité au niveau des lampadaires, soi-disant parce qu'ils veulent récupérer le cuivre à des buts commerciaux. Mais au-delà de ces vandales, il y a aussi le phénomène notamment des accidents. Tous les jours, je pense que vous aurez pu peut-être aussi relever ça, que tous les jours, nous connaissons de subissons des accidents et parfois, ce sont ces équipements-là qui sont pris à partie et même que ces auteurs ne sont pas souvent coopératifs pour pouvoir déclarer, notamment dans l'accident qu'ils ont fait, qu'il y a aussi eu des dégâts au niveau de ces matériels. Mais pour le moyen terme et le long terme, nous sommes en train de réfléchir sur des solutions. La solution serait effectivement de trouver des partenaires qui devraient pouvoir gérer le parc d'éclairage public, que ce soit à Libreville ou à l'intérieur du pays, par des professionnels, comme ça se passe partout ailleurs. Si vous avez vu l'actualité, vous avez pu suivre l'actualité du ministère, nous avons rencontré tour à tour plusieurs opérateurs qui sont venus nous faire des propositions pour la gestion notamment du parc public d'éclairage et même pour des aspects d'eau potable publique. Nous pensons que ce sera ça la solution, puisque la ressource, nous l'avons. Je disais, nous avons notamment cette redevance qui est souvent collectée auprès des clients que nous sommes. Et donc, il faut que nous trouvions un professionnel
aux côtés donc du Conseil national de l'eau et de l'électricité, qui est là pour regarder, pour orienter la vision. Donc on puisse trouver un professionnel pour nous permettre de pouvoir gérer notamment l'éclairage public. Alors l'une des solutions, ça peut être aussi les énergies nouvelles, notamment l'énergie solaire pour alimenter Libreville. Mais en tout cas, on revient sur les énergies nouvelles juste après ce jingle. Alors nous avons sur ce plateau M. Désiré Guédon, qui est le ministre de l'Énergie et des ressources hydrauliques du Gabon. Nous parlions tout à l'heure du Conseil national de l'eau et de l'électricité, qui ne communique pas beaucoup, malheureusement il faut le dire. Et il est très difficile de savoir qu'aujourd'hui, par exemple, pour remplacer une ampoule grillée d'un lampadaire dans une ruelle, il faut se rapprocher d'eux. Nous l'avons su récemment parce qu'habituellement on se rendait à la mairie d'arrondissement et c'est la mairie d'arrondissement finalement qui nous a orientés vers le Conseil national de l'eau et de l'électricité. Pourquoi cette structure ne communique pas alors qu'elle peut rendre tellement de services à la population? Écoutez, j'apprends qu'elle ne communique pas, mais moi j'ai toujours su. J'ai toujours su, avant même que je sois ministre de l'Énergie et des ressources hydrauliques, que la gestion notamment de l'éclairage public et de l'eau potable publique et du ressort du Conseil national de l'électricité. Mais là aussi, il faudrait peut-être que les bénéficiaires que nous sommes, essayons d'aller aussi devant l'information. Mais ceci est dit, je note qu'il faudrait peut-être qu'il soit un peu plus visible pour que les populations, in fine, sachent où s'adresser lorsqu'ils constatent effectivement qu'il y a un lampadaire qui n'est plus en état de fonctionnement. En tout cas, le plateau de Canal 7 est là pour recevoir le Conseil national de l'eau et de l'électricité. Nous allons parler des énergies nouvelles et Dina Koussou a une première question. Alors, Monsieur Guédon, le Gabon ne manque aucune occasion de montrer son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique et les populations gabonaises ne peuvent que s'en réjouir de cette situation, cet engagement des plus hautes autorités. Mais pourtant, on fait un constat, les énergies nouvelles passent pratiquement inaperçues sur toute l'étendue du territoire. Pourquoi ? Vous l'avez si bien dit, effectivement, le Gabon est très engagé, notamment dans le développement durable à travers la protection de l'environnement. Le chef de l'État en fait son cheval de bataille. L'option première en matière d'énergie au Gabon, c'est notamment des énergies renouvelables. En commençant par l'hydroélectricité, parce que nous sommes quand même un pays, comme on dit, rempli d'eau, des cours d'eau, allais-je dire. Et donc, pour nous, la première option, c'est de pouvoir développer notamment ce potentiel. C'est ce qui est mis en avant. Je parle aujourd'hui, nous connaissons tous Kingele, Chimbele, Poubara 1, Poubara 2. Aujourd'hui, nous avons Grand Poubara à l'intérieur du pays. Nous avons Bongolo, nous avons Ibunji. Nous sommes vraiment dans des énergies renouvelables. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est des gros investissements pour pouvoir exploiter ces potentiels. C'est beaucoup de moyens qu'il faut mettre, notamment sur le plan financier. Nous avons, et puis c'est pour pouvoir répondre à des grosses demandes aussi. Maintenant, pour répondre aux demandes moindres, notamment, on parlait tout à l'heure des zones rurales, oui, nous regardons fortement de pouvoir utiliser l'énergie solaire. On le fait déjà, il y a certains particuliers même qui le font, mais l'État le fait dans les projets qu'il mène aujourd'hui à l'endroit des populations vivant en zone rurale. Comme je le disais, en fonction des tailles des zones en question, nous essayons donc d'adapter la solution idoine. Et lorsque nous sommes dans des zones de petite taille, donc des petits villages ou des petits regroupements de villages, les solutions que nous apportons, c'est d'abord celui du solaire avec les panneaux qui sont généralement des panneaux isolés, que ce soit pour l'électricité et même pour l'eau. Parce que peut-être qu'on ne l'a pas évoqué, mais le constat aussi, c'est que dans nos villages, nous avons des populations vieillissantes. Et initialement, les premières solutions qui étaient apportées, c'était des solutions, on va dire, mécaniques et manuelles. Et les populations vieillissantes, ne pouvant plus supporter notamment cette pénibilité, nous sommes en train d'apporter des solutions nouvelles à travers notamment l'énergie solaire, où les pompes villageoises sont équipées d'énergie solaire pour que l'eau puisse être ouverte directement à travers un robinet et non plus faire à la pédale ou bien à la manivelle. Donc, dans les zones de petite dimension, nous essayons d'apporter ça.
Pourquoi seulement dans les zones de petite dimension? Parce que là aussi, c'est un problème de coût et d'optimisation, effectivement, de la solution. Pour pouvoir produire 10, 20, 30 mégawatts en énergie solaire, je ne sais pas si vous avez pu vous documenter, vous verrez qu'il faudrait des champs quasiment de plaques solaires. Et avec tout ce que ça comporte comme mobilisation logistique. L'État gabonais a les moyens de sa politique. Mais est-ce que c'est optimal? Les moyens, oui, mais est-ce que c'est optimal? Ce que nous disons qu'aujourd'hui, ce qui est optimal pour nous, ce serait de faire de l'hydroélectricité. Mais au-delà même du solaire, parce que là aussi, il y a aussi un élément scientifique et technique qui est connu, c'est que dans un milieu équatorial, le niveau d'ensoleillement ne permet pas de pouvoir répondre notamment aux besoins. Donc on pourrait mettre, alors sinon il faudra mettre des kilomètres de champs de panneaux solaires pour pouvoir produire quelques mégawatts d'énergie solaire. Donc nous recherchons la solution la plus optimale et c'est pourquoi je disais que la solution optimale par rapport à tout ce potentiel naturel dont dispose le Gabon, c'est l'hydroélectricité. Mais l'autre potentiel que nous avons du fait notamment de notre stratégie d'agro-industrie, c'est de pouvoir utiliser la biomasse. Donc là aussi, nous sommes déjà avec, avec le partenariat que nous avons avec des sociétés agro-industrielles, avec tous les projets agro-industriels que nous sommes en train de mener, puisqu'il s'agit ici de pouvoir défricher des grandes zones de territoire. Donc tous ces détritus qui composeront donc le biomasse vont nous servir pour pouvoir commencer à lancer un programme d'énergie tiré de la biomasse. Alors justement, le Gabon produit de l'uranium, et ça, on le sait très bien, c'est une source d'énergie possible même si les Occidentaux la fuient, mais faut-il réellement l'exclure? Écoutez, si les Occidentaux qui ont la maîtrise de la technologie la fuient, pourquoi voulez-vous que nous puissions l'utiliser? Je pense qu'on devait se préserver pour l'instant. Nous ne sommes pas dans une situation critique en termes de capacité pour aller dans des choses que nous ne pouvons pas maîtriser. Donc, je disais, nous avons un potentiel, ça nécessite des moyens, il faut mobiliser ces moyens et c'est ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la recherche des sources énergétiques. Nous avons les sources énergétiques. Je vous parlais ici de l'hydroélectricité, nous avons du gaz que nous produisons, puisque aujourd'hui, la centrale d'Anakeri, c'est une centrale à gaz, la centrale de Port-Gentil, c'est une centrale à gaz, à l'Anakeri, c'est 110 MW à gaz, à Port-Gentil, c'est 52,5 MW, c'est à gaz, avec la possibilité de pouvoir faire des extensions donc, de ces centrales par le gaz. Donc, au-delà, ensuite, après le gaz, comme je disais, nous avons le soleil, qui est encore là, même si ça nous coûterait cher en termes de logistique. Nous avons également le vent, l'éolien, nous avons la biomasse, là, parce que nous avons quand même la forêt et la savane que nous pourrions donc mettre à contribution pour produire de l'électricité. Donc, l'uranium, il faudrait qu'on puisse mettre ça vraiment en dernier recours. Alors, M. Désiré Guédon, que doivent désormais attendre les consommateurs d'eau et d'électricité en termes d'offres d'énergie? Le principal est en train d'être fait, pas seulement à Libreville, encore une fois. Le principal est en train d'être fait partout sur le territoire national. Il y a des grands chantiers qui ont été engagés quasiment depuis 2010, comme je disais, parce que le chef d'État en a fait vraiment une fixation pour pouvoir rattraper le gap, un gap qui existait de plus de 10 ans. Et c'est les raisons pour lesquelles il y a eu cette discussion avec le concessionnaire. Après donc la signature de la convention de concession en 1997, jusqu'en 2000, les moyens, enfin, en termes d'investissement, n'arrivaient pas de la part du concessionnaire. L'État avait donc accepté de se substituer, mais sans pourtant commencer les travaux. Ce n'est qu'en 2010, lorsque le chef d'État arrive en 2009, en 2010, donc pendant un an, il fait un constat, et en 2010, il donne des instructions fermes au gouvernement, à travers notamment ce fameux Conseil des ministres délocalisé de Franceville en 2010, où il engage notamment le gouvernement à pouvoir utiliser une bonne partie du budget d'investissement pour pouvoir réaliser des infrastructures pour apporter des services de l'eau et de l'électricité. Donc c'est engagé, ce n'est pas fini et ça ne finira jamais parce que, comme je disais, c'est une demande qui est croissante du fait des populations. Donc nous serons toujours en train de répondre à cette demande. Les investissements en eau qui sont faits pour revenir à Libreville, que le chef d'État a eu à visiter, sont pour pouvoir répondre à une demande jusqu'en 2035, en termes notamment d'investissement par rapport au transport et au stockage. Maintenant, il faut produire de l'eau que nous allons pouvoir faire circuler dans ces tuyaux et stocker dans ces châteaux.
Il y a 2 projets qui sont engagés pour ce qui est donc de la Libreville, c'est là où il y a le plus grand centre de consommation. C'est notamment Tumset qui va potabiliser 140 mètres cubes d'eau jour. Et cette eau qui sera potabilisée en Tumset, dont les travaux ont commencé, sera captée à Kango. Et là également, c'est un chantier qui est déjà engagé pour pouvoir construire un tuyau qui partira donc de Kango pour amener l'eau brute du Komo, depuis Kango, l'amener jusqu'à Antoum, la potabiliser et l'envoyer dans les tuyaux qui ont été visités par le chef de l'État. Et nous pensons que c'est des travaux qui vont se faire en 20 mois. Et c'est déjà engagé. Donc dans 20 mois, ces travaux seront livrés et les Libreville et ses communes environnantes auront de l'eau en quantité disponible jusqu'au moins 2035. C'est votre conclusion? Peut-être un dernier mot? Mon dernier mot, c'est de pouvoir rassurer les Gabonais que les engagements qui ont été par le chef de l'État, du fait des besoins constatés sur le terrain, seront tenus et tous les Gabonais, qu'ils soient à Libreville ou à l'intérieur du pays, pourront bénéficier de ce service public qui est le leur. Monsieur Désiré Guédon, merci d'être venu sur ce plateau. Nous retenons en tout cas que le gouvernement fournit des efforts pour satisfaire la demande des populations, mais nous retenons également que la convention signée entre Veolia et l'État gabonais continue, dans des places de Gabonais qui commencent à s'impatienter. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Merci à Lina Kosso d'être venu sur ce plateau également. C'est la fin de cette émission, cette politique, le premier numéro. Je rappelle que c'est l'émission consacrée aux politiques publiques et de développement en Afrique. Nous recevions le ministre gabonais de l'énergie et des ressources hydrauliques. Pour le prochain numéro, Léandre Ebobola, directeur général de l'environnement, dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement. À très prochainement.